Voici le fameux Toyota BZ4X traction équipé de la batterie Panasonic qui permet de recharger plus vite. Donc aujourd'hui, on vous présente cette version spéciale-là du BZ4X, très peu disponible, dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Le BZ4X, c'est un véhicule qui a vu le jour sous les nuages, on va dire, hein? Parce que quand il a été lancé, il y a eu un rappel immédiatement. Ils perdaient leurs roues. C'était vraiment problématique. Ça a fait un délai, en fait, là, de plusieurs mois entre le lancement et quand vous avez pu avoir ces véhicules-là. Puis là, quand ils ont été lancés, les gens parlaient de la recharge. La recharge rapide était horrible. L'autonomie était horrible. On allume le chauffage, on perd 100 km. Là, la poussière est retombée. On peut vous parler du BZ4X dans un contexte où on a beaucoup plus d'informations. Donc, la première chose qu'on sait, c'est qu'au niveau de la recharge rapide, il y avait des problèmes. Il y a des mises à jour qui ont été faites. On va faire une petite recharge rapide dans l'épisode, puis Alexandre va publier un défi 500 km avec notre BZ4X traction qui a été mis à jour. Puis, vous allez avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Ensuite, il y avait toute l'histoire du chauffage. Puis là, Antoine Joubert disait « Je suis parti de Montréal, je n'avais pas assez d'autonomie pour me rendre à Québec, blablabla. » On va aussi essayer de démystifier un peu ça. Puis on va entrer plus dans le technique, puisqu'on a déjà fait une revue du BZ4X quand il a été lancé, le modèle à traction intégrale. Aujourd'hui, on essaie le modèle à traction, qui est très différent en fait, parce que c'est vraiment un autre fournisseur pour la batterie. Celle-ci est équipée d'une batterie Panasonic avec une recharge maximale à 150 kW, quoique ça reste à voir si ça se peut vraiment. Alexandre est derrière la caméra et c'est moi qui est à l'animation aujourd'hui. Fait qu'on essaie un petit peu un nouveau format. Quelque chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que le BZ4X, il y a différentes versions, là, puis la disponibilité, des fois, c'est un peu difficile. Fait que là, ça, c'est un LE traction. Il y avait historiquement le L traction, le modèle Loser, comme on disait, qui existait au Canada juste pour avoir un modèle à 45 000 $ pour les subventions. Cette limitation-là au niveau des subventions a été changée, donc le L n'existe plus. Il y a le LE Traction qui est maintenant le modèle de base, environ 51 000 $. On rajoute environ 5 000 $ de plus pour avoir un modèle à traction intégrale XLE. Et il y a le XLE Technologie qui lui tombe à environ 63 000 $, qui croupit dans les cours de concessionnaire avec des rabais de 1 000 $, ce qui est environ 15 000 $, pas assez de rabais pour que ça vaille la peine d'en acheter un. Donc, ça, c'est un peu la controverse au niveau du prix. D'ailleurs, cette semaine, Tesla a réduit le prix du modèle Y à propulsion, qui est 54 000 $ plus les transports et préparations, ce qui l'amène dans les eaux d'un BZ4X, en fait, à traction intégrale, puis quand même assez proche aussi d'un BZ4X à traction. Ça commence à devenir compliqué. En plus, le modèle Y longue autonomie à traction intégrale est maintenant admissible aux subventions parce qu'il a été réduit aussi de 4 000 $. Donc, ça vient vraiment là, brouiller les cartes au niveau des VUS compacts. Puis là, on va vous parler du BZ4X, du cas d'utilisation aujourd'hui. Qui devrait acheter ça? Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu pas de sens? Personnellement, j'ai fait ma paix avec le BZ4X. Aujourd'hui, ce que je sais, ce que je comprends, c'est que c'est pas un véhicule fait pour compétitionner les EV6 et le modèle Y. En fait, c'est un véhicule qui compétitionne la Chevrolet Bolt. Puis je pense que c'est un véhicule qui est légèrement supérieur à la Bolt, mais un peu trop cher. Il faudrait le ramener au niveau du prix de la Bolt pour avoir quelque chose de plus compétitif. On ne va pas aller grandement dans le détail au niveau de la présentation de l'inspecteur du véhicule. Tout ce qu'on peut vous dire, en fait, aujourd'hui, parce qu'on a déjà fait une revue du BZ4X qu'on vous invite à regarder, c'est que c'est environ la taille d'un RAV4, quoique la ligne de toit est plus basse, puis on a aussi un haillon là, qui est plus incliné. Mais essentiellement, pensez RAV4, puis si vous essayez un BZ4X puis vous connaissez le RAV4, là, vous allez être très familier au niveau de l'intérieur, la construction, le layout, très similaire. Fait intéressant, notre modèle LE Attraction n'est pas équipé de jantes en aluminium. Où l'est-il? En fait, on a des capes de roue à la Tesla, des beaux enjoliveurs. Et derrière, on a ce qui semble être une roue en aluminium, très peu stylisée, mais quand même. La même roue de secours que dans un RAV4 Prime? Le même modèle de pièce? Non, la roue dans le RAV4 Prime était beaucoup plus belle que ça. Ensuite, vous nous avez dit à de maintes reprises que vous aviez peur pour la protection de la batterie. Bien, au niveau du BZ4X, Toyota ont vraiment été des champions. On va vous montrer des images. Là. Il y a une plaque d'aluminium qui doit faire au moins 2-3 mm d'épais. Pour vrai, c'est le genre de choses que je m'attendrais à voir sur un modèle
4Runner TRD Pro comme skid plate pour le protéger comme plaque de protection. C'est vraiment là impeccable. C'est la plus épaisse des plaques de protection qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et il y a aussi un dégagement avec la batterie. Donc, s'il y a un impact, c'est la plaque qui va absorber l'énergie et se déformer, possiblement, sans impacter la batterie. Je pense que Toyota a vraiment été des champions à ce niveau-là. Alex, tu peux venir avec moi. On va aller à l'arrière. On va quand même vous présenter le coffre du BZ4X. C'est drôle, hein, parce qu'on a le modèle de base, puis on a quand même le haillon électrique. Je ne sais pas si le modèle L aurait eu un haillon normal pour satisfaire mon amour des haillons normaux. Fait qu'on a à peu près l'espace de coffre d'un RAV4, mais beaucoup moins de hauteur au niveau du coffre. Pas d'essuie-glace à l'arrière. Et un petit rangement pour la borne de recharge ici. Malheureusement, je n'entre pas dans le sous-coffre du BZ4X, mais j'entre dans le coffre et juste vous montrer ici, ce qui est bien, on peut incliner quand même les bancs à l'arrière et c'est très manuel, ça fonctionne super bien. Ça nous donne un plancher qui est presque plat, mais j'ai un peu la même plainte avec le RAV4 en fait, là, de la manière que c'est fait. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir un plancher aussi plat que dans la génération précédente là, du RAV4 par exemple, celle que je conduis au quotidien. Patente et gugus du BZ4X, il y a des petits ancrages ici en plastique, maximum 4 kg, mais c'est genre les ancrages les plus cheap. Pourquoi pas mettre un ancrage en métal qui coûterait 32 cents? On ne le sait pas. Je pense que Toyota était un peu cheap. Moi, j'aime beaucoup quand les VUS compacts ont quand même de la fonctionnalité parce que c'est le segment le plus populaire. Puis j'aime ça utiliser mon VUS compact comme un pick-up. Mais malheureusement, Toyota n'est pas au rendez-vous dans le BZ4X. Pour le RAV4, c'est mieux. Vous voyez rarement les dessous de plus de millage. On a fait un petit vidéo récemment, là, un peu dans ce sens-là, puis on pense que vous aimez ça. Fait on est constamment en train de déplacer nos choses puis nos sacs parce qu'on ne veut pas que vous les voyez dans les shots pour que ce soit beau puis qu'on montre vraiment le véhicule. Mais quand vous ne regardez pas, là, ça ressemble à peu près à ça. Le port de recharge du BZ4X est à l'avant, à gauche. Ici, c'est très conventionnel. On a une petite languette pour le port de recharge J1772 et on a notre port CCS très typique. En 2025, les véhicules électrifiés Toyota seront équipés d'un port NACS compatible évidemment avec les bornes de recharge de Tesla. Le Toyota BZ4X est un peu similaire à la Bolt en ce sens qu'il est construit sur une plateforme faite pour être assemblée sur des lignes de production typiquement utilisées pour des véhicules thermiques à essence. Donc, c'est comme un véhicule de deuxième génération, si on peut dire, alors que, disons, une Tesla serait un véhicule de troisième génération. Ces véhicules-là sont assemblés sur des lignes de véhicules à essence. Donc, leur architecture est aussi similaire et ça, c'est ce qu'on va voir sous le capot de notre BZ4X. Évidemment, Toyota ne vous offrira jamais des vérins pneumatiques pour le capot. Et on a ici ce qui pourrait très bien être une motorisation hybride, mais non, c'est la motorisation électrique à traction du BZ4X. On vous a déjà parlé de la colorisation des liquides de refroidissement. D'ailleurs, on s'est trompé, il y en a que c'est les freins. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ici, on a évidemment notre mécanique électrique avec le convertisseur de courant, la motorisation. Puis, on a aussi tout le système de chauffage et de refroidissement qui est modifié légèrement pour 2024 pour maximiser le réchauffement de la batterie pour la préparer à la recharge rapide. Le BZ4X LE, on se rappelle, est une version uniquement disponible au Canada. Bien, ça existe peut-être dans d'autres marchés, mais le point, c'est qu'aux États-Unis, ça n'existe pas généralement. On a des marchés très uniformisés, avec parfois certains véhicules seulement disponibles dans un marché ou dans l'autre. Donc, c'est un modèle qui se situe sous le XLE, sous le modèle de base américain. C'était des histoires de subvention à l'époque, évidemment. Puis là, ça paraît parce qu'à l'arrière, on a vraiment des patentes et gugus fascinantes. Regardez ici, on a du beau piano noir. Donc, probablement que tous les BZ4X sont équipés de ça. Puis probablement que le BZ4X LE est équipé de climatisation trizone ou le modèle technologie. Mais dans le modèle qu'on a, on n'a pas de climatisation trizone. Donc, ce qu'on a ici, c'est la plaque de plastique la plus laite digne d'une Tercel 1992 que j'ai vue de ma vie. C'est vraiment, là, pas chapeau Toyota. Je vous aime, là, vraiment. Là. Mais là, ça paraît vraiment quand même un peu cheap pour un véhicule qui coûte quand même 51 000 $. Sinon, ce qui est vraiment bien dans le BZ4X, l'espace pour les jambes, c'est vraiment incroyable. Là. Je suis comme si j'étais assis derrière moi. J'ai 30 cm d'espace pour les jambes. C'est sûr que le seuil du siège est assez bas parce que la ligne de toit est assez basse. Mais on a généralement assez d'espace, puis on va être très confortable avec 2,
2 adultes ici ou 3 enfants. Et aussi, on est capable d'incliner les sièges légèrement à l'arrière pour encore plus d'espace. Gabriel vous a déjà présenté l'intérieur du BZ4X, c'est une année modèle 2023. Celui-là aussi, le numéro de série de ce véhicule-là finit par 000126. Donc, on peut soupçonner, les constructeurs n'ont pas tous la même nomenclature, mais habituellement, les 6 derniers chiffres, les 6 derniers caractères, c'est le numéro séquentiel de production lorsque le véhicule est prêt à être produit et donc vendu. Donc, on aurait le 126e BZ4X fabriqué. Ce véhicule-là est assemblé en mars 2022. Donc, ce véhicule-là est quasiment 2 ans. On est en 2024. C'est un peu particulier, mais c'est un véhicule de la flotte de presse de Toyota. On remercie beaucoup Toyota Canada de l'avoir prêté. Là, on va faire le petit tour intérieur. Gabriel l'a déjà présenté. Je vais aller vous montrer les détails que Gabriel n'a pas couverts. Je voudrais porter votre attention sur ce bouton-là. Donc, vous avez une plaque avec de la chaleur et une personne et 3 vitesses. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, ceci est une surface radiante. Vous voyez la petite partie de tissu ici qui chauffe. Soit dit en passant, selon les documents de Toyota, jusqu'à 100 degrés Celsius. Ça veut dire la sécurité, Alexandre. Il y a un système qu'aussitôt qu'on détecte votre doigt, bien, le chauffage est coupé. Puis si je comprends bien, c'est fait par Denso, là, un équipementier que Toyota possède, une compagnie qui fait des excellents composants électriques pour tous les véhicules de la planète. Bien, aussitôt qu'on y touche, bien, la température descend à 50 degrés. C'est un peu particulier. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, ici? Ça permet que lorsque vous rechargez, là, c'est moi qui vous dis à quoi ça sert, vous mettez la thermopompe à off. La thermopompe va aller travailler pour conditionner votre batterie. Et en conjonction avec le siège chauffant, le volant chauffant et cette surface radiante, vous allez avoir une bulle de chaleur autour de vous, donc vous allez être confortable, même si vous n'avez pas de climatisation allumée. Et je peux vous dire que dans le BZ4X, ça fait maintenant 6 jours que je le conduis à tous les jours, c'est le véhicule électrique où est-ce que je peux qualifier que la chaleur l'hiver, c'est un bar ouvert. Je ne me suis jamais senti craintif de mettre trop de chauffage, même que souvent, j'ai même voyagé avec mes amis pour aller au restaurant hier au centre-ville de Montréal. Tout le monde avait chaud dans le véhicule, il a fallu baisser ça quasiment à 19. Donc, c'est un véhicule, je crois, que Toyota travaille très, très fort sur l'efficacité du système de climatisation pour être confortable l'hiver. Puis regardez la consommation, 22,9 kWh par 100 km. Je veux dire, le ID4 que j'ai eu pendant 2 semaines dans le temps des fêtes, se promener en ville, à Montréal, sur les autoroutes, ensuite faire de la route de campagne, tout ça, on faisait 27, 28. Donc, c'est un véhicule relativement efficace. C'est très bien ici. Parlons maintenant de la position de conduite. On en a parlé dans le... On va en parler plus dans le segment de conduite, mais voyez-vous, le volant est rond, tout petit, avec énormément de boutons. Puis il faut le placer d'une façon particulière pour pouvoir voir le combiné d'instruments juste ici. Donc, c'est un peu différent parce qu'en réalité, moi, j'aimerais ça l'avoir plus haut et je verrais la vitesse ici. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une technique différente. Écoutez, Civic 2007, c'était comme ça, donc c'est pas nécessairement révolutionnaire. Mais sinon, là, lorsque je me place à ma position normale, je vois très bien à l'avant, je vois le combiné d'instruments, sélecteur de vitesse rotatif, ça pour les véhicules électriques, c'est pas vraiment important. Fait intéressant, l'auto-maintien et la conduite une pédale. À toutes les fois que vous redémarrez le véhicule, vous devez les resélectionner. Ce n'est pas un toggle, ce n'est pas une fonction qui reste allumée. Ça, je trouve ça extrêmement tannant. Moi, j'aime ça conduire toujours en mode une pédale. Ensuite, système de navigation. On a un système de navigation embarqué Google. Wow! Pas le plus rapide, mais regardez. C'est Google. Regardez, on ne va pas perdre de temps avec ça. Là. Si vous mettez une destination plus loin que l'autonomie que vous avez, vous n'allez pas avoir votre pourcentage, votre statut de charge à l'arrivée. Vous n'allez pas avoir de borne qui va vous être proposée. Il va juste vous dire, n'oubliez pas de recharger. Donc, essentiellement, c'est comme une Chevrolet Bolt. Il n'y a pas de planificateur de trajet intelligent ici. Android Auto fonctionne mieux que le système de navigation Google. Donc, utilisez Android Auto puis figurez. Essentiellement, c'est le message que j'ai à vous faire. Et évidemment, lorsqu'on lit dans la littérature Toyota, la raison pourquoi que le combiné d'instruments, la relation avec le volant est un peu bizarre ici, c'est que dans le Lexus RZ, Lexus travaille sur un système de steer-by-wire, comme le Cybertruck, où il n'y a pas de connexion mécanique entre la colonne de direction, entre la crémaillère et le volant. Donc, ça va être un jouk, là, un yoke, comme on dit en anglais. Et ça va être différent. On va vous acheter des images parce que le Lexus les a déjà relâchées. Mais est-ce que c'était vraiment essentiel à la fin? Est-ce qu'on aurait pu avoir un plus gros écran, faire comme Tesla? Je ne sais pas. Ça dépend des goûts. Ça dépend aussi des priorités de l'entreprise. Mais essentiellement, l'intérieur du BZ4X, c'est très, très traditionnel Toyota. Les boutons ont été ramassés dans plusieurs modèles Toyota. L'interface ici, c'est la même interface qu'on aurait dans un RAV4 Prime. Les boutons tactiles, je veux dire, ici, on est dans un Toyota. C'est bien assemblé. J'aime beaucoup
toutes les touches en tissu de ce véhicule-là. Surface moussée, c'est bien. À la fin, on est dans un Toyota, on sait exactement à quoi s'attendre. C'est pas l'intérieur le plus ergonomique, mais c'est tout à fait convenable. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens auxquels ça va plaire. Fait intéressant, on n'a pas de coffre à gants dans ce véhicule-là. À la place, on a comme la surface là, chauffante là, ici, que moi je trouve une brillante idée et j'aimerais que cette technique-là soit implémentée dans plus de véhicules, pas juste Toyota, au travers de l'industrie. Nous sommes maintenant au volant du Toyota BZ4X LE, Alexandre. Oui, elle a. Donc, c'est le modèle à traction. J'avais essayé l'année dernière un modèle à traction intégrale, puis j'avais été un peu déçu par la performance au niveau de l'accélération parce que je trouvais que le BZ4X, il n'y avait pas le petit kick que la plupart des véhicules électriques ont, et le modèle à traction n'a définitivement pas. Non. Le torque instantané, le couple instantané qu'on Comme une Bolt. nécessite, typiquement au véhicule électrique ou une Bolt, on ne l'a pas. Pourtant, ce véhicule-là, il a la même puissance environ que la Bolt, environ 200 chevaux. Mais 300 kg plus lourd. Donc, Mais 300 kg plus lourd. Puis, en fait, c'est drôle parce qu'en termes de vitesse, ça se traduit, mais on n'a juste pas la sensation d'accélération agréable qu'on a typiquement avec les voitures électriques. Sinon, au niveau du comportement, c'est quand même acceptable. La position du volant est bizarre. Hein? oui, mais je me suis habitué. Je trouvais ça bizarre, mais j'aime le volant, c'est très, très rond. Mais c'est vraiment un peu comme les Civic 2007. Hein? Tu as ta vitesse très, très loin dans ton tableau de bord. Puis tu as le tout petit volant, là, tu le descends plus bas parce qu'en réalité, on veut voir nos informations de conduite entre la branche du volant et le cœur du volant. Mais là, il faut que tu libères ça en baissant le volant. C'est un peu bizarre. Exactement. Vous ne pouvez pas voir, en fait, les informations dans le combiné d'instruments au travers du volant. Il faut abaisser le volant, puis on les voit au-dessus. Ça fait que le volant est un peu plus bas, puis c'est un volant assez petit. Les contrôles sur le volant, puis les boutons, ils deviennent très bas, puis comme plus en dehors de votre champ de vision. Mais j'imagine qu'on peut s'habituer à ça. C'est beaucoup moins farfelu que le yoke de Tesla. Ben oui, on était chez Tesla ce matin. On a vu une Tesla modèle S avec le yoke et le Cybertruck. Et évidemment, le Cybertruck commence à grandir en moi. Je le trouve moins laid qu'avant. Qui sait? Peut-être qu'un jour, j'aurai un Cybertruck. Peut-être qu'au niveau de son comportement routier, il n'a pas vraiment changé. En fait, il n'y a aucun changement en 2024. Mais je dirais que ça m'a surpris. Le BZ4X, c'est un des Toyota avec le comportement routier le plus stable que j'ai pu conduire dans les derniers temps. C'est des Toyota de location, on en conduit souvent, des Highlander, tout ça. Le BZ4X, de par son poids et de par la batterie qui est... C'est propre à tous les véhicules électriques. Mais ça favorise beaucoup le BZ4X pour avoir un agrément de conduite. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui est agréable à conduire. C'est pas un véhicule sport, hein? Pas du tout. Mais au Québec, sur les routes endommagées, je trouve que c'est un véhicule extrêmement polyvalent, relaxant et très prédictif. Donc ça, là-dessus, Toyota a fait du bon travail. Sur Toyota, c'est des véhicules assez mous, hein? Puis pas beaucoup de sensations dans la colonne de direction. Dans le cas du BZ4X, pas beaucoup de sensations là, mais ça reste un véhicule qui porte bien. Et j'aime conduire le BZ4X. On est bien. Puis en fait, au niveau du comportement, tu as parlé des véhicules Toyota qui sont mous. Le RAV4, même aujourd'hui en 2024, le comportement routier n'est pas à la hauteur de ce qu'on retrouve. Pas à la hauteur de 2024 du tout. Il n'est vraiment pas à la hauteur de 2024. Mais là, avec le BZ4X, oui, on a quelque chose d'acceptable en termes de comportement routier, de fermeté de la suspension puis de stabilité. Parce que, mettons, le RAV4 est largement de ça d'un CR-V au niveau du confort et de l'agrément de conduite. Il y a évidemment deux variantes là, qui vont être populaires du BZ4X, le LE à traction et le XLE à traction intégrale. Je pense que le XLE à traction intégrale, c'est le modèle le plus populaire. Ce qu'il y a beaucoup en stock chez les concessionnaires en ce moment, c'est des XLE avec ensemble technologie, qui est un ensemble à 7-8 000 $ de plus, qui amène le prix à 63 000 $, puis c'est beaucoup trop cher, ça ne fait aucun sens. Il n'y a personne qui achète ça. Mais le modèle LE, il est quoi, Alexandre? Environ 51 000 $. 51 000 $ à peu près, ouais. Puis environ 55 000, 5 000 $ de plus pour un XLE à traction intégrale. Fait que ça va être ça, les deux modèles les plus populaires. Des LE, il n'y en a pas en stock. Non. Il y en a pas. Mais là, je vais poser une question à tout le monde ici, nos auditeurs, et toi, Gabriel. Avec le modèle Y qui est maintenant 53 990, le même prix que la modèle 3, le modèle propulsion, on s'entend que le BZ4X à 51 000 est 2 000 moins cher. Lequel leur vaut plus la peine? Le modèle Y est un véhicule beaucoup plus utilisable. Définitivement plus utilisable que la Toyota BZ4X, puisque je pense que dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions si vous devez sortir des sentiers battus avec le modèle Y, tandis que le BZ4X, si on comprend bien son fonctionnement, je pense qu'on peut un peu s'en sortir, mais ça reste que le véhicule a encore des énormes limitations.
ben tu vois, maintenant qu'on en parle, c'est ça, il faut comparer, je pense, un modèle Y propulsion à 54 000 avec le BZ4X LE à traction, qui est quoi, 3 000 de moins. Ouais. Évidemment, le modèle Y est un véhicule supérieur. Ben, bien sûr. En fait, ce qui arrive, c'est que le BZ4X, c'est pas une mauvaise auto. Pas du tout. C'est juste 10 000 trop cher. Exactement. Si ça serait comme la Bolt UV, dans le même, pensons à 44 995, comme était le genre de BZ4XL pour avoir accès à la subvention avant, mais la subvention a augmenté, donc on n'a plus besoin d'avoir ce modèle-là qui n'existe plus. Ça, c'est une grosse Bolt UV selon moi. Exactement. Si c'est au même prix ou à un prix similaire, à dedans de 2-3 000 de la Bolt EV, je dirais ça, c'est une meilleure voiture que la Bolt. Je pense qu'à prix équivalent, moi, je préférerais ça. Puis, Toyota, bon, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils ont fait des choix conservateurs au niveau de la recharge puis de certains paramètres pour garder une longue durée de vie de la batterie. Ce qu'ils nous disent, c'est 90 de capacité après 10 ans, alors que, mettons, Ford, dans le Mach-E, dit 70 après 10 ans. Il y a une énorme différence. Fait que je pense que Toyota, ce qu'ils se disent ou ce qu'ils croient, c'est que leurs clients, ils veulent des véhicules durables qui durent longtemps, puis ils n'ont pas voulu faire de sacrifice au niveau de la durée de vie de la batterie. Ils ont été très conservateurs. Donc, pour quelqu'un qui veut une Toyota, puis qui veut une auto pour ses déplacements quotidiens, mais pas nécessairement pour faire des longs voyages ou des longs road trips qui vont impliquer de la recharge rapide, c'est parfait. C'est parfait. Puis, c'est le même cas d'utilisation qu'une Bolt EV, en fait. Dans le fond. Mais je peux te dire qu'au Québec, les gens qui ont des Bolt UV font des longues distances. Puis ça fonctionne, c'est juste plus long. Est-ce que le BZ4X ne serait pas la voiture parfaite pour avoir une batterie lithium fer phosphate avec une très longue durée de vie? Bien, probablement. En fait. C'est pour rentrer dans les requis de Toyota, là? Exactement. Si ce véhicule-là, il y avait une batterie du style des modèles 3 LFP, avec un peu plus de capacité, ça serait bien correct. Puis au niveau de l'efficacité, là, tu as parcouru quand même une bonne distance cette semaine. Bien, j'ai chargé le véhicule à 100% hier, puis on a fait 137 km depuis, 22,8 avec le bord ouvert de la climatisation et du chauffage. Il n'y a personne ici qui a froid ou chaud. On a nos manteaux parce qu'on rentre, on sort, là, mais on est bien dans le véhicule. Donc là-dessus, je vais donner une bonne note au BZ4X. La climatisation semble, évidemment, là, il faut faire le défi 500 km cette nuit. La climatisation semble efficace, ce qui est très bien. Oui, puis une affaire intéressante aussi, ce que les gens qui ont des BZ4X nous disent, c'est que oui, l'autonomie n'est pas toujours excellente, puis quand on démarre le chauffage, c'est vraiment réduit, mais le chiffre qu'on a, c'est le chiffre qu'on a. C'est pas comme une Tesla où tu as dit que tu as 500 km, puis après 300, tu restes 22. Bien, c'est parce qu'en réalité, ce que Tesla fait, c'est que 100% de la batterie équivaut à la cote EPA. Donc, dans une Model 3 de base, quand vous êtes à 100%, vous êtes à 438 km. Mais c'est pas... C'est 330, mettons, là. Vous comprenez? C'est que c'est juste une façon de représenter. Puis en réalité, il faut toujours utiliser le pourcentage de la batterie. Moi, c'est comme ça que je vois les véhicules électriques. Et gérer tout ça en fonction du système de navigation. Dans le cas du BZ4X, malheureusement, le système de navigation dans notre version LE n'a aucun planificateur de trajet, pourcentage de la batterie, recharge rapide intégré, il n'y a rien. Là. Vous êtes seul, vous êtes comme dans une Chevrolet Bolt, par exemple. Vous êtes laissé à vous-même. Donc, c'est sûr que pour des nouveaux utilisateurs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on suggérait d'utiliser une application... À Better Route Planner. Better Route Planner, par exemple. Mais même Google s'en vient avec un planificateur de trajet pour les véhicules électriques au travers d'Android Auto. Ford va être le premier bénéficiaire de ça dans la F-150 Lightning au printemps et le Mach-E. Donc, ce qu'on comprend, ce que ça prend pour les constructeurs, c'est une connexion. Tu sais, dans le fond, il faut aller chercher l'information du statut de charge à l'intérieur de l'ordinateur du véhicule et la ramener à l'intérieur d'Android Auto. Il faut rappeler qu'Android Auto, c'est à l'intérieur de votre téléphone. Donc, tu sais, je pense qu'il y a aussi des protocoles de sécurité puis des protocoles différents en travers de chaque véhicule. Puis, évidemment, je ne suis pas un ingénieur spécialisé en automobile, je ne peux pas tout vous expliquer ça, mais Ford va être le premier à collaborer avec Google pour donner ces informations-là à Android Auto, Google Maps, et vous allez être capable d'avoir un planificateur de trajet. Apple Maps, dans certains véhicules électriques, au travers de CarPlay, le fait déjà. Donc, c'est quelque chose qui se fait. La recharge rapide du BZ4X, c'est un sujet hautement controversé. Le modèle qu'on essaie aujourd'hui a reçu toutes les mises à jour, parce que c'est un BZ4X original, toutes les mises à jour pour favoriser la recharge rapide. Donc, on va faire un test à l'instant. Le véhicule est environ 50 d'état de recharge, d'état de charge. On va voir si on le branche sur une borne qui a clairement toute la capacité du monde que le BZ4X peut prendre, 180 kW, à quelle vitesse on va charger. La température de la batterie est d'environ 0 degré ou moins 1 degré. Donc, le véhicule il a été utilisé un peu aujourd'hui, mais on n'a pas fait de distance sur l'autoroute. Donc, on va voir dans cette situation-là, est-ce que la recharge est au moins décente?
Ça simule un cas, par exemple, où vous auriez été chez des amis, vous n'avez pas rechargé la nuit, vous avez beaucoup de distance à faire, il faut recharger avant de partir. Donc, allons-y. Nous avons démarré la recharge à 48 % et on voit qu'on recharge à environ 20 kW, ce qui est évidemment pas très excellent. Là, le véhicule va conditionner la batterie puis il va tenter d'augmenter le niveau de recharge. Mais ce qu'on voit, là, c'est que comme dès le départ, là, la recharge du BZ4X est très conservatrice lorsque la batterie est froide. Nous vous avons expliqué notre cas d'utilisation. On démarre la recharge à 50 %, mais le véhicule est froid, la batterie est froide. On n'a pas parcouru beaucoup de distance aujourd'hui. Fait que là, ce qu'on va vous expliquer, c'est un peu pourquoi la recharge rapide, ça fait du sens, surtout dans un cas normal où est-ce qu'il serait vous démarrez à 100 % ou 80 %, vous parcourez une bonne distance. Pendant ce voyage-là, la batterie se réchauffe tranquillement, pas vite, au fur et à mesure qu'on utilise la puissance. Puis là, on arrive à la borne et la batterie est déjà assez chaude, puis on recharge rapidement. Donc, on va aller dans un peu plus de détails, ça tombe un peu plus technique. On a vu qu'on chargeait environ 20 kW sur la borne. Mais là, ici, dans l'application, sur le téléphone, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a 7 kW qui sont utilisés par la pompe à chaleur de la batterie. Donc, ces 7 kW-là servent à réchauffer la batterie pour éventuellement augmenter le taux de recharge possible. Et on a seulement environ 12 à 13 kW d'énergie qui est réellement injectée dans la batterie. Et on vous a dit qu'on a démarré à environ 0 degré Celsius. On voit ici là, la température de la batterie toujours de 0 ou 1 degré. Elle a augmenté d'environ 1 degré depuis qu'on a démarré la recharge, là, ce qui n'est pas significatif. Donc ça démontre vraiment l'importance, si on veut avoir des performances de recharge optimales, d'être dans un contexte où on a déjà parcouru une bonne distance, charger le véhicule alors que l'état de la batterie est déjà assez élevé, 50 % par exemple, ou lorsque la batterie est froide, c'est beaucoup moins performant. Ça nous permet d'un peu de revenir sur la controverse de recharge du BZ4X. Le véhicule qu'on a aujourd'hui a été mis à jour, donc c'est un BZ4X 2023. C'est un véhicule qui a été produit très très tôt dans la chaîne de production. On pense qu'on a même le 126e BZ4X. Puis ce qui change pour 2024, c'est que dans le système, là, mécaniquement, ça a été modifié de sorte qu'il y a plus d'énergie produite par la pompe à chaleur qui va se retrouver dans la batterie. Parce qu'en fait, ce n'est pas le liquide ou le fluide qui est directement dans la pompe à chaleur qui circule dans la batterie. Il y a un échangeur de chaleur entre les deux. Mais la taille de cet échangeur-là est modifiée pour 2024. Il est plus gros. Donc, on va pouvoir transmettre plus efficacement ou transmettre plus de chaleur à la batterie au travers de ce système-là. Là, évidemment, on a couvert ça dans une certaine mesure aujourd'hui, mais Alexandre va faire un défi 500 km où il va recharger dans des conditions optimales. Ça va être publié dans une autre vidéo qui devrait apparaître dans les prochains jours. Fait qu'on vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous voulez tous les détails techniques là, sur la recharge puis la performance en conditions optimales. Par pur hasard, il y a aussi un autre BZ4X qui est branché à la même station de recharge que nous. Et si vous venez voir ici, celui-ci est branché depuis 45 minutes. Et il est à 32 % d'état de charge. Il a injecté seulement 21 kWh dans la batterie et charge à 39 kW. Là, évidemment, on ne sait pas. Est-ce que ce véhicule-là a eu les mises à jour duquel notre véhicule profite? On n'en a aucune idée. Mais ça vous démontre vraiment que si on charge là, même d'un état très très faible la batterie, même après 40 minutes, là, le véhicule n'est pas capable de charger à un haut taux de recharge ou à une grande vitesse. Mais ce véhicule-là n'est peut-être pas mis à jour. Fait faut comprendre ça aussi. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Toyota BZ4X, un véhicule avec lequel j'ai fait ma paix maintenant que je comprends qu'il s'insère plus dans le segment de la Bolt EV que de celui d'un Tesla Model Y par exemple. Au niveau du prix, évidemment, on s'attendrait à ce que le prix baisse ou on croit qu'il devrait y avoir une baisse de prix des BZ4X pour être plus compétitif, surtout à la lumière du fait que le prix du Tesla Model Y a baissé, surtout le modèle grande autonomie qui est maintenant subventionné et qui vient jouer dans le territoire du BZ4X XLE Technologie, le modèle que Toyota aimerait que vous achetiez, mais qui est au même prix qu'un modèle Y à traction intégrale. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? J'avais jamais conduit le BZ4X. Puis vous savez, je ne suis pas le plus grand fan des Toyota, mais il y a beaucoup de choses que j'ai aimées de ce véhicule-là. Vraiment, la position de conduite est vraiment agréable. Le petit volant, j'ai vraiment aimé ça, autant que c'est très, très bizarre. La puissance du chauffage et des surfaces chauffantes dans ce véhicule-là, j'ai vraiment apprécié ça. Évidemment, moi, il va me rester à faire le défi 500 km, mais évidemment, peu importe ce qui va arriver, la recharge rapide sur ce véhicule-là est une grande lacune. Tant mieux que Toyota, en 2024, fait des modifications physiques au véhicule pour améliorer, mais évidemment,
Est-ce que ça va vraiment être amélioré? Il va falloir attendre de le réessayer. Il va falloir attendre que tous nos autres collègues de YouTube l'essayent et nous donnent plus d'informations. Et on va vous revenir. Mais à la fin, pour l'instant, si vous êtes nouveau dans le monde de l'électrique et vous savez un peu moins comment ça fonctionne, vous n'êtes pas un utilisateur avancé, je vous conseille de considérer ce véhicule-là comme un deuxième véhicule. Exactement. Je pense que c'est exactement ça. C'est un parfait deuxième véhicule. Et si vous êtes un fan de Toyota, vous allez vous retrouver avec ce véhicule-là, encore une fois, comme deuxième véhicule ou pour votre véhicule pour les déplacements quotidiens près de votre résidence.